Bonjour à toutes et à tous, avec toute l'équipe de l'Université numérique de La Réunion, nous sommes très contents de faire notre rentrée de la Web TV. Nous vous programmons cette année une très belle année, plein d'émissions, vous les connaissez pour la plupart d'entre vous maintenant, des causeries de santé comme nous retrouvons aujourd'hui et aussi Santé Live, l'émission plateau. Vous savez maintenant, cette émission, elle vous est proposée par l'Université numérique de La Réunion, avec le soutien de l'Europe, de la région, des émissions qui sont préparées, montées en partenariat avec le CHU, l'ORS, l'IREPS Réunion et l'ARS qui collaborent également. Alors, si vous avez manqué nos émissions précédentes, ne vous inquiétez pas de panique, vous pouvez évidemment les retrouver sur la chaîne Facebook et la chaîne YouTube de l'Université numérique de La Réunion, et puis depuis plus récemment sur le portail de l'Université numérique de La Réunion. Vous tapez ça sur un moteur de recherche, vous le trouverez sans aucune difficulté. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle série de causeries santé, vous l'avez vu, vous l'avez à l'écran, les plantes médicinales et les maladies infectieuse. C'est un nouveau sujet, on l'a jamais vraiment abordé dans nos émissions, alors peut-être de manière indirecte. On a parlé de vaccins, on a parlé de nombreuses pathologies, de soins, de médicaments par exemple, et c'est un sujet qui est effectivement pas du tout éloigné, puisque vous le savez peut-être pas, une grande majorité de ce que nous sommes amenés à prendre comme médicaments, au départ, il y a une plante, ou en tout cas une molécule qui vient d'une plante, et c'est le sujet du jour. On va s'intéresser à ça, on ne va pas s'intéresser finalement à l'étape finale, aux médicaments, on va s'intéresser à ce qui se passe au tout début, à ces fameuses plantes et aux travaux qui sont menés par les chercheurs et les professionnels pour identifier ces molécules qui peuvent nous soigner. Pour en parler, je ne vais évidemment pas en parler tout seul, un expert comme d'habitude, le docteur Chaker El Kalamouni. Bonjour docteur Chaker. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement et d'être là. Alors, dans un premier temps, je vais vous laisser nous dire en quelques mots quelles sont vos activités. Vous êtes à l'UFR Santé, c'est ça? Oui, effectivement, je suis enseignant-chercheur à la faculté de santé de l'Université de La Réunion et j'exerce mes activités de recherche au sein d'une unité mixte de recherche qui est INSERM, CNRS, IRD et Université de La Réunion qui travaille sur les maladies infectieuses. Très bien. Alors, on va, sans plus attendre, se plonger dans le sujet. Alors, quand on prend un sujet comme celui-là, c'est toujours intéressant de regarder un petit peu derrière. C'est pas du tout un sujet qui est récent, je crois que c'est même un sujet qui est très très ancien. Si on fait un tout petit peu d'histoire, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, les plantes médicinales, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est quoi les grands points historiques de ce sujet? Effectivement, l'usage des plantes médicinales remonte très très loin. Quand on voit sur l'écran, ça date depuis de plus de 3000 ans avant Jésus-Christ, où on témoigne cette plaque d'argile, où on voit en fait c'est le premier recueil connu de formules végétales, donc d'un cocktail des substances naturelles qui est connu, qui a été découvert en 1948. Ensuite, entre-temps, dans la même époque, en fait, il y a eu le fameux manuscrit chinois qui a été aussi préparé par un égyptologue qui aussi décrit un certain nombre d'usages des plantes médicinales à la même époque. Et ensuite, en rebondant dans l'histoire, toujours 1500 ans avant Jésus-Christ, on a aussi, on peut parler du papyrus, du fameux papyrus d'Ebers, qui est un égyptologue allemand, qui en fait, qui a découvert environ 800 prescriptions de médicales issues des plantes médicinales pendant les civilisations pharaoniques. En fait, pendant cette période, on utilisait justement des drogues d'origine végétale pour traiter une pathologie selon des usages traditionnels. Du coup, toujours dans cette histoire, puisque si on est là, c'est par rapport à cette histoire en fait des plantes médicinales. La médecine actuellement en fait occidentale, elle est en lien direct avec la médecine gréco-latine, où on doit vraiment beaucoup de découvertes à 400 ans avant Jésus-Christ, à l'Hippocrate, qui a en fait préparé un corpus Hippocratum qui décrit ici 250 simples. Alors simple, ça veut dire c'est un usage d'une plante pour une pathologie donnée. Et du coup, ce corpus Hippocratum, il a été aussi amendé et enrichi avec son successeur Dioscoride, qui a du coup enrichi le fameux De Materia Medica, qui contient environ 600
simple. Et en fait, l'ensemble des plantes médicinales qui sont décrites dans cet ouvrage sont présentes actuellement dans la pharmacopée française en général. Et juste pour finir sur cet historique, on peut citer vraiment plein de personnes, mais on doit aussi à Galien, donc la galénique à Galien, qui lui aussi a ramené cette approche de posologie et de dose, en plus de l'approche de traitement contre une pathologie. D'accord, donc très rapidement, et puis moi je fais le lien aussi, à La Réunion on a des habitudes d'utiliser les plantes, hein, on parle de tisane, effectivement, l'usage au tout départ c'est ça, on utilise une plante en tisane, de différentes manières, pour soigner une pathologie. Alors c'est une plante, une pathologie, ou en tout cas... Mhm. et puis petit à petit, si je comprends bien, on va aller avant d'en arriver à l'approche plus moderne, hein, de la pharmacie, de la médecine, où on va beaucoup plus aller chercher des molécules pour identifier, et c'est de ça dont on va parler après. C'est ça qui fait la différence entre finalement un usage traditionnel des plantes médicinales, et ensuite on va aller vers la science, la médecine, la pharmacie. Effectivement, en fait, là, dans l'historique, on voyait avant des usages de ce qu'on appelle des simples ou une formule végétale. Et c'est vraiment, quand on voit sur cette diapositive, un grand bond dans l'histoire. En 19e siècle, on a commencé en fait un peu à se désintéresser de la plante elle-même au profit des molécules qu'elle secrète, donc qu'elle biosynthétise. En fait, on s'est aperçu qu'une pathologie est traitée plutôt par la molécule en fait active, donc ce qu'on appelle le principe actif d'une plante, plutôt par la plante elle-même. Et donc c'est en fait la première génération des molécules qui ont été découvertes à cette époque. On peut citer par exemple les alcaloïdes, qui sont la quinine, qui est connue contre un antipaludique, la digitaline, qui est un hétéroside aussi cardiotonique. Et en fait, c'est les premières découvertes qui nous montrent en fait que c'est plutôt les molécules actives qui sont présentes dans une plante qui sont actifs plutôt qu'un extrait végétal, qu'un cocktail de molécules. Alors pour vous donner en fait, toujours en parlant par rapport à votre question, pourquoi on s'intéresse plutôt en fait à ces petites molécules? Alors je parle bien de petites molécules par rapport à des grosses molécules comme les protéines ou les anticorps. Ici, je vais vous donner un exemple sur cette diapositive sur un exemple de maïs, par exemple. C'était une étude scientifique qui a été vraiment très intéressante, qui montre qu'en fait, que les molécules des plantes, il faut les prendre plutôt par rapport à un prisme d'évolution. Ça veut dire qu'une plante, enfin, je cite vraiment une phrase d'un généticien qui dit que la biologie n'a pas d'intérêt excepté dans un contexte évolutionnel. Donc, en gros, si en fait la plante, elle subit un stress, comme on voit ici sur un pied de maïs, il y a des larves en fait, des lépidoptères qui vont venir se poser sur une feuille de maïs et en fait ils vont manger cette feuille-là et du coup en fait ça affecter la vie du maïs. Alors les chercheurs ont s'est aperçus que quand cette larve en fait se dépose sur cette feuille de maïs, la plante elle synthétise des molécules odorantes, des molécules donc odorantes qui vont attirer une petite guêpe ici présente, à côté 6. Et cette guêpe, en fait, elle va pondre dans la larve. Et donc, du coup, elle va tuer la larve. Donc, du coup, la plante, elle s'est protégée indirectement. Elle a sécrété une molécule odorante qui attire une guêpe, qui tue la larve, et du coup, elle se protège. Et les études, en fait, scientifiques ont montré que, effectivement, dès que cette larve se pose sur cette plante-là, ça stimule des mécanismes cellulaires et moléculaires, et il y a une enzyme qui s'appelle la terpène synthétase. C'est une enzyme qui va, en fait, produire des molécules odorantes, donc un bouquet odorant, et ces bouquets odorants, c'est des molécules attractives pour cette guêpe qui va tuer la larve. Donc c'est une des études en fait qui montre premièrement la première raison pourquoi on s'intéresse à ces petites molécules des plantes, c'est que en fait la plante, elle se défend contre ce stress environnemental et contre les ennemis naturels à travers la sécrétion des métabolites secondaires contre des champignons, des parasites ou des virus. Donc là, c'est vraiment un point très important. C'est comme si en fait les plantes ont fait un criblage au débit de l'environnement. Donc quand il y a un stress quelque part, on sécrète la molécule A pour se traiter contre la pathologie. Et c'est une des premières raisons que je considère pourquoi c'est important de s'inspirer de cet arsenal thérapeutique que la plante secrète. La deuxième raison
en fait, toujours sur cette molécule-là, c'est la diversité moléculaire. Ce que j'entends par la diversité moléculaire, c'est en fait le choix que la plante peut, le choix des molécules que la plante peut biosynthétiser. Alors, juste pour simplifier, une molécule d'une plante sécrétée, elle peut contenir 90% de 4 éléments chimiques: carbone, hydrogène, oxygène et azote. Donc ces 4 éléments chimiques constituent à peu près 90% des molécules sécrétées par les plantes. Si on fait un algorithme en disant que voilà, à partir de ces 4 molécules, théoriquement, comment on peut synthétiser, on trouve des milliards, 10 puissance 90. Or, c'est ce qu'on trouve actuellement, ce qui a été découvert jusqu'à aujourd'hui, il y a uniquement 200 000 molécules par rapport à ce que la plante théoriquement peut produire. Ça veut dire que la plante a produit 200 000, c'est en général. Pour les plantes, c'est 50 000. 150 000, c'est pour des champignons, des micro-organismes marins qui peuvent aussi se produire des molécules pour se protéger. Mais sur les plantes, on dit qu'il y a environ 50 000 molécules. Et en fait, par rapport à ces milliards, c'est que la plante, en fait, en fonction du stress, elle privilégie la sécrétion de certains métabolites pour se protéger contre une pathologie donnée. Et un chimiste, par exemple, on a découvert des molécules assez complexes qu'à aucun moment donné, un chimiste a pu imaginer qu'il peut la synthétiser. Ah, bien sûr, on peut les resynthétiser, mais d'imaginer la structure, c'est une source d'inspiration pour les chimistes médicinaux de trouver une molécule que la plante a sécrétée contre une pathologie. Ça inspire le chercheur, et du coup, pour synthétiser cette molécule. Effectivement, on comprend là que ce champ de travail est finalement primordial en fait pour l'évolution de la médecine. On pourrait croire à tort que tout peut se passer effectivement dans des ordinateurs et des laboratoires. Finalement, non. L'arsenal, pour reprendre vos termes, un arsenal thérapeutique, finalement, la bibliothèque de molécules pour nous protéger et nous soigner, c'est bien dans la nature et dans les plantes. Effectivement, en fait, comme on voit dans cette diapositive, nous, chercheurs, quand on veut dire, bah voilà, on a une pathologie donnée, une maladie infectieuse qui a émergé, et comment choisir le traitement, par où commencer. Alors, il y a plusieurs approches. Il y a des approches ethnopharmacologiques. C'est ce qu'on utilise aussi au sein de notre laboratoire, l'UMR-PIMIT. Ça veut dire qu'en fait, on va aller demander à la population, ou à travers des connaisseurs, des tradipraticiens, par exemple, l'usage traditionnel, puisqu'on sait que de génération à génération, cette plante est utilisée pour telle pathologie. Mais il n'y a pas des validations scientifiques. Donc on va partir de ce principe, qui est l'ethnopharmacologie, pour aller chercher cette plante-là, la préparer soit d'une manière traditionnelle, donc sous forme d'infusion, décoction, comme un particulier fait chez lui, soit d'une manière plus conventionnelle, donc avec des techniques plus avancées, où un particulier ne peut pas le faire, histoire d'extraire, d'isoler le maximum des molécules que contient cette plante. On va après, du coup, tester si, oui, effectivement, on retrouve ces usages traditionnels. Alors parfois, on fait plein de tests, on remarque que, en fait, cette plante n'a pas cet effet antiviral ou anti-infectieux ou contre la pathologie qu'on cherche. Ça ne veut pas dire que l'usage traditionnel était erroné. Mais en fait, parfois, quand on utilise une plante pour soigner parfois contre les symptômes d'une maladie. Or, quand on regarde au niveau scientifique et technique, parfois, par exemple, on sait qu'un virus produit la fièvre ou une inflammation. Un patient peut utiliser un médicament pour réduire les symptômes, par exemple la fièvre ou la douleur. Ouais. Mais ce qu'on regarde au laboratoire, c'est en fait pas la douleur ou la fièvre, on va regarder plutôt l'action directe sur le virus. Donc si nous, on ne trouve pas d'effet, effectivement, ça ne veut pas dire que cette plante n'a pas un effet contre le virus, mais peut-être elle a d'autres symptômes qui réduisent un petit peu la douleur du patient. Donc ça, c'est la première approche. Il y a d'autres approches, il y a la chimiotaxonomie. Comme son nom indique, chimiotaxonomie, c'est en fait une science qui va s'intéresser à la famille chimique présente dans une plante. Dans ce cas-là, on doit savoir, par exemple, on sait qu'on cherche une famille des molécules, je dis polyphénol, alcaloïdes, et on sait que cette, par exemple, plante
chimiotaxonomiquement parlant, elle contient cette famille. Donc on va aller la récolter puisqu'on sait que botaniquement parlant et phytochimiquement parlant, elle contient cette famille, on va l'extraire et tester. Ça c'est une approche chimiotaxonomique, mais cette approche pour qu'elle se fasse, il faut déjà qu'on connaisse en fait le contenu de la plante, la chimiotaxonomie. Après il y a aussi la zoopharmacognosie, ça veut dire que en fait il y a les animaux, vous savez, qui utilisent aussi des plantes pour une automédication. On sait que les chiens et les chats, parfois pour vomir, ils vont aller chercher quelques plantes pour se traiter aussi. Donc ça aussi, des observations de terrain, comme je viens de vous dire, la petite guêpe là qui va, donc ça protège en fait, et du coup là on a compris, c'est à partir de cette observation de terrain, l'effet des molécules odorantes qui attirent certains guêpes pour se protéger, et aussi les récoltes systématiques. La dernière approche, c'est quoi une récolte systématique? Ça veut dire en fait on va aller récolter des plantes d'une manière systématique. On vise plutôt des plantes peu travaillées, peu étudiées. Scientifiquement, on ne connaît pas beaucoup de choses là-dessus. Et donc, il y a beaucoup plus de probabilités de trouver des nouvelles molécules comme source d'inspiration pour les chercheurs d'aller synthétiser et tester ces molécules. Voilà les différentes approches par lesquelles un chimiste et un biologiste va pouvoir faire appel pour commencer. Par quoi commencer? Est-ce qu'il crible? Est-ce qu'il utilise des usages traditionnels? Ou est-ce que voilà, il regarde des observations de terrain pour aller plus loin vers... donc là, c'est vraiment le point de départ. Par quelle plante on va récolter? Et bien sûr, c'est une approche très pluridisciplinaire, puisque là, ça implique des botanistes, des chimistes, des biologistes. Donc c'est vraiment des approches pluridisciplinaires. Vous évoquiez aussi, donc sur la première approche, hein, de peut-être partir au départ d'usages traditionnels, Oui. finalement, parce que c'est une information de départ. Hein. Un peuple est connu pour utiliser telle plante là, et puis ça donne une direction sur la recherche. C'est une question plutôt de curiosité. Un laboratoire qui travaille sur ce sujet-là à La Réunion, peut-être en lien avec le fait qu'on a des habitudes autour de ça ici, il y a des travaux qui vont dans ce sens? Effectivement, en fait, pendant par exemple la crise, la dernière épidémie de la dengue, en 2018, on a mené un projet de recherche qui s'appelait Epidengue, avec un laboratoire spécialiste en sciences humaines et sociales, puisque là aussi, ça ne concerne pas que la partie sciences et technologies, c'est en lien aussi avec le volet SHS, les sciences humaines et sociales, puisque là, on fait appel aussi à des spécialistes qui vont aller faire des entretiens avec des particuliers, des gens qui ont eu ou pas la dengue, pour leur poser des questions sur leur manière d'utiliser la plante. Et en fait, on a fait cette étude-là en collaboration avec un laboratoire aussi de l'université qui s'appelle ICAR. Et en fait, ces spécialistes ont allé à la recherche, ils ont fait des enquêtes avec la population, et ces enquêtes ont mené à une liste des plantes. Alors bien sûr, il y a des plantes qui sont plus utilisées pour du bien-être, et aussi des plantes plus médicinales. Et à partir de cette liste-là, donc du coup, les biologistes et les chimistes ont extrait les plantes, et on a trouvé des résultats intéressants que j'aurai le plaisir de vous parler plus tard, de ces plantes qui ont été du coup identifiées d'une manière à partir d'un usage traditionnel. Mais c'est une des approches que je viens de vous expliquer. Alors, on évoque là les usages traditionnels. Effectivement, là, on dresse un tableau, un très beau tableau autour finalement des plantes comme le meilleur moyen de nous protéger. Je crois aussi qu'il est intéressant de souligner, mais attention, pas faire n'importe quoi. C'est pas parce que c'est naturel et que ça vient d'une plante que ce n'est pas sans... Enfin, qu'il faut faire pas quand même un peu attention. Effectivement, en fait, comme je vous ai dit, les plantes sécrètent des molécules pour se défendre. Donc, pour se défendre, elle va certainement sécréter soit des molécules attractives, comme on a vu dans le cas de la guêpe, le feuille de maïs, et aussi elle peut sécréter des molécules toxiques pour tuer le parasite. Et en fait, ces molécules toxiques, justement, on va prendre un exemple sur, par exemple, un anticancéreux qui a été découvert par l'Institut Chimie Substances Naturelles, le taxotère. Le taxotère, c'est une molécule qui a été isolée de l'if. L'if, c'est le Taxus baccata. C'est une plante hyper toxique à partir de laquelle on a isolé le taxotère qui est actuellement utilisé en chimiothérapie pour traiter le cancer. Ça veut dire que c'est des molécules très toxiques à des faibles doses qui vont tuer des cellules cancéreuses. Et donc, bien sûr, si on ne cible pas le cancer, et on va prendre ces plantes à des doses assez élevées, d'une manière répétitive, du coup, d'où la question de la posologie. Donc, c'est parfois, il faut vraiment pas mélanger entre substance naturelle et le côté sécurité. C'est pas car elle est naturelle, elle n'est pas toxique, parce que tout est question de dose.
Alors on a commencé finalement là à évoquer quelques plantes et ça vient un peu illustrer, concrétiser un peu ce que vous avez dit hein, pour ceux qui nous regardent. On peut rester un peu sur ce registre-là des exemples. Est-ce que on peut là avoir entre des plantes, la molécule, ce qu'elle peut soigner pour être un peu concret? Effectivement, pour aller vers cette molécule, il y a une longue démarche. Vous répondre à votre question par rapport à ces molécules-là, mais cette démarche, en fait, elle est récapitulée un petit peu dans ce Mm. qu'on voyait sur l'écran. Elle part de la récolte, comme je viens de vous décrire. Récolte par quelle approche? On en a décrit. Après cette récolte, en fait, la plante, elle est humide. Il faut enlever l'eau. 80% à 90% d'une feuille de plante, c'est de l'eau. Donc, on enlève l'eau. Donc, ce qui va rester, c'est toute la partie matière primaire, donc cellulose, lignine, et la matière, les métabolites secondaires aussi. Donc, c'est les petites molécules auxquelles on s'intéresse. Ensuite, on fait l'extraction. Donc l'extraction, c'est une technique comme je viens de vous décrire. Ça peut être des extractions traditionnelles, comme le particulier fait chez lui, une infusion, une décoction, ou plus des extractions avec des solvants organiques qui auront plus la capacité d'aller chercher dans cette molécule, de tirer une molécule d'une plante. On évapore ce solvant organique, puisque solvant organique, donc on doit l'évaporer, pour trouver uniquement dans ces petits tubes à droite, l'évaporation, des molécules chimiques. Après, on va les distribuer dans des plaques. Alors, pourquoi on les distribue en plaques? Puisque là, je parle vraiment dans un criblage haut débit. Ça veut dire que on va pas faire tube par tube, on les met dans des plaques généralement 96 pi ou 384. Et après, à partir de ces plaques-là, on peut disposer de ce qu'on appelle d'une extractothèque. D'une extractothèque, on vise par exemple à La Réunion de mettre en place une extractothèque, c'est-à-dire une bibliothèque des extraits de plantes repartie en 96 puits. Comme ça, ces plaques de 96 puits, c'est-à-dire chaque plaque contient environ 100 extraits de plantes. En cas d'émergence, en cas de recherche de traitement contre une pathologie, que ça peut être infectieuse ou des maladies métaboliques, on va du coup mobiliser cette extractothèque pour faire des tests biologiques, donc ce qu'on appelle le criblage. On parlera une prochaine fois. Un criblage sur une pathologie donnée pour isoler cette molécule active, le produit actif final, qui est normalement de l'ordre de quelques milligrammes. Alors vous voyez, c'est une très faible quantité qui sert à un chercheur de dire, voilà, c'est une molécule qui est active, on connaît comment elle agit. Mais ce n'est pas suffisant pour aller faire des tests à l'échelle de l'animal. Donc c'est pour ça qu'après l'étude, on ne va pas puiser la biodiversité. On va pas, par exemple, on trouve une molécule active dans une plante, on ne va pas aller à chaque fois la re-extraire et puiser la biodiversité. Donc la plante, elle a fait son job respectueux de nous donner une source d'inspiration. Ensuite, on va synthétiser cette molécule, on va mimer, en fait, on synthétise, c'est ce qu'on appelle l'hémisynthèse pour avoir plus de quantité et proposer un médicament sur le marché. Donc, parmi les molécules, par exemple, d'origine des plantes, on peut citer, je vous ai parlé de la morphine, qui est la première génération des molécules dans le 19e siècle qui a été découverte à partir du pavot. L'écorce de sol, on a trouvé l'acide salicylique, qui est l'aspirine. On a parlé beaucoup, par exemple, on peut allonger vraiment cette liste, mais j'ai choisi quelques molécules qui sont intéressantes. La pervenche de Madagascar, à partir de laquelle on a tiré la vinblastine, qui est un anticancéreux, et je viens d'aborder l'écorce d'if, à partir duquel on a tiré le taxotère, qui est un anticancéreux. Et aussi, on a parlé beaucoup pendant la crise Covid, si vous vous rappelez, de Artemisia annua, qui est l'absinthe chinoise, qui contient de l'artémisine, en fait, des antipaludiques. Là, on a un médicament sur le marché qui est l'Artééther, qui est un antipaludique quasiment présent dans la plupart des médicaments antipaludiques. On en a parlé pour traiter la Covid, mais c'était plutôt une application antipaludique et non pas anti-SARS-CoV-2. Voilà, donc c'est une liste vraiment qui peut s'allonger, mais ça montre la puissance en fait des plantes médicinales et son arsenal thérapeutique à proposer des molécules innovantes qu'un un chercheur ne peut pas imaginer à part sa structure complexe ou sa manière de biosynthétiser. Donc, pour résumer effectivement vos travaux et ceux qui travaillent comme vous là-dessus, c'est effectivement d'aller regarder les plantes, comment elles se défendent et s'inspirer de ces stratégies de défense
pour en construire pour nous, hein. En quelques mots très très simples, c'est ça. On se retrouvera dans la suite de cette série peut-être, et on viendra mettre le focus sur un certain nombre de travaux. Là, pour terminer, actuellement, vous avez des travaux en cours, j'imagine. Vos travaux se font essentiellement sur des choses qui se passent à La Réunion, ou vous travaillez également sur des plantes qu'on peut trouver ailleurs? Effectivement, en fait, au sein de l'UMR PIMIT, on travaille, on a la chance d'être dans un milieu qui est considéré comme un hotspot, un point chaud de la biodiversité, avec la présence des milliers de plantes endémiques ou indigènes. Ça veut dire que c'est des plantes qui n'existent pas ailleurs et qu'on connaît. Il y a très peu d'études scientifiques là-dessus. Donc, on mène actuellement au sein de l'unité des projets de recherche, bien sûr financés par la région et par l'Europe, pour aller identifier dans cette biodiversité végétale. On collabore aussi avec Madagascar, avec la Réunion. On isole à partir de ces plantes médicinales. On essaye par diverses approches, que ce soit ethno-pharmacologique ou un criblage systématique. On a essayé je vous parlerai pendant la séquence prochaine, d'aller en fait investir ces plantes médicinales et de retrouver à l'intérieur des molécules actives contre le virus de la dengue et aussi contre le virus SARS-CoV-2. On a des résultats très prometteurs que j'aurai le plaisir de partager avec vous pour une prochaine causerie. Eh ben écoutez, j'ai hâte, effectivement, hein, comme on l'a évoqué à plusieurs reprises, hein, c'est une série, on fera 1 ou 2 épisodes supplémentaires sur ce sujet, on viendra effectivement chercher un peu quelques précisions sur les éléments que vous avez évoqués avec nous. L'émission touche à sa fin, évidemment, rendez-vous dans les prochains épisodes de cette série, rendez-vous également dans le courant de l'année pour des synthés live et d'autres causeries. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, à très bientôt. Je vous souhaite à vous une très belle journée. Si vous découvriez l'émission, eh ben, il faut s'abonner pour suivre, hein, et être au courant des suivantes. Merci beaucoup, belle journée, au revoir.